On continue. Donc là, on rentre un peu dans le dur et sur la thématique de la journée. Donc on va accueillir François Martin, Christine Roland et Jean-Marie Nguyen. Donc on a travaillé sur une enquête parce que en fait l'idée, si vous voulez, c'était de savoir où on en était et d'où on partait. Et on a envoyé en fait des questionnaires et ils vont nous raconter tout ça pour voir un peu finalement avec quoi vous travaillez dans votre quotidien d'éducation thérapeutique. Je vais prendre ton micro pour mieux voir les diapos. Merci beaucoup. Bien, alors je vais commencer par rappeler quelques souvenirs à Yves, et en particulier d'un congrès de la CET à Toulouse en 2009, où il avait été question des outils pédagogiques. Alors, la CET, c'est la Société d'éducation thérapeutique européenne. Donc, c'est un lieu où on échange effectivement sur les innovations, sur les outils, les pratiques, les concepts. Donc, c'est une référence. Et le professeur Magnan parlait d'expertise, donc c'est un lieu effectivement d'expertise. Et en plus de ça, européen. Alors, un outil pédagogique, c'est quoi ? Effectivement, Marie-Christine Lorca, qui est une pédagogue, explicitait le fait que ça pouvait être un simple support qui devenait pédagogique à partir du moment où il s'inscrivait dans une démarche d'apprentissage d'un objectif donné, dans un contexte donné. L'outil n'est pas seulement le marteau, mais la manière de l'utiliser à bon escient. La pédagogie est une action intentionnelle qui vise à provoquer des effets d'apprentissage. Et ce terme d'apprentissage est effectivement fondamental. C'est pas une discussion de salon, sans objectif, sans méthodologie. Donc, cadrer l'utilisation de l'outil, c'est important. La diapo suivante, merci Christine. Donc, une redite, un outil pédagogique est pédagogique quand il favorise une relation d'apprentissage. Un outil est pédagogique quand l'activité qu'il génère est cognitive, et c'est un point important. Un outil pédagogique favorise bien sûr l'interactivité entre le patient et le soignant, le patient et ses pairs, le patient apprenant et son environnement. Mais un outil ne se substitue pas à la relation éducative mise en œuvre dans une démarche d'éducation thérapeutique qui est toujours un soin relationnel. Et ça, il faut jamais l'oublier. Alors, on aura sans doute la discussion au travers des serious games, de tous les outils vidéo qu'on met à disposition, souvent indépendamment de tous ces prérequis qui sont importants dans notre action quotidienne d'éducation thérapeutique avec les patients. Voilà, c'était pour cadrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un outil pédagogique et qu'est-ce que ce n'est pas. Je passe la parole maintenant à Christine sur les résultats d'une modeste étude, mais que Caroline a actionnée. Et puis, donc, Christine va vous donner les résultats. Alors, plutôt qu'une étude, on va dire c'est une enquête. Soyons humbles. Donc, effectivement, on a mené une enquête auprès des structures d'éducation thérapeutique que nous recensons. Donc, la méthodologie a été très simple. On a établi un questionnaire qui a été envoyé par mail via une application qui est Google Form. Et nous avons envoyé cette enquête aux 132 structures que nous recensons. On a été obligé de faire des relances, que ce soit par mail ou par courrier, et 30 écoles, 30 structures ont répondu à l'enquête. Alors,
Les résultats sont les suivants. Globalement, les séances d'éducation thérapeutique s'adressent enfin c'est à peu près réparti, sachant que certaines structures s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants, qu'aux adolescents, avec des sessions spécifiques, bien entendu. Les membres des structures ont reçu une formation pour utiliser les outils éducatifs dans 2/3 des cas. Donc ça veut dire qu'il y a encore un tiers qui n'a pas ce type de formation. Donc on peut peut-être s'interroger là-dessus. Globalement, tout le monde crée ses propres outils. Hein. Ça, on le verra également à la fin. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça mérite peut-être de partager davantage des outils. Mais ça également, on pourra en reparler. Les maladies ciblées par l'éducation thérapeutique, maladies respiratoires, donc c'est asthme en premier, allergie respiratoire, hein, c'est assez vaste. Également la BPCO, mais BPCO seulement dans 13% des répondants. Un petit peu également de syndrome d'apnée du sommeil, et puis autres, mais je dirais c'est plus opportuniste, hein, les Covid longs, mais également l'hyperventilation. Ça, c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Alors, les outils éducatifs utilisés par les différentes structures, on a beaucoup de jeux de cartes et de photolangage, de même que le PicFlow, qui est d'ailleurs souvent plébiscité parce que c'est quelque chose d'extrêmement concret que le patient peut ensuite avoir chez lui et qui lui permet d'avoir un suivi de sa maladie. Bon, on voit les serious games, c'est extrêmement peu représenté. Bon, c'est quelque chose de nouveau. On reste quand même dans des outils, je dirais, assez classiques, assez traditionnels qu'on connaît quand même depuis un certain nombre d'années. Donc, le photolangage, le métaplan, les jeux de rôle, les mises en situation, les cartes de Barrows, un petit peu moins, mais voilà, il y a quand même cette approche assez ludique dans les outils utilisés. Alors après, on a demandé aux personnes qui s'occupent d'éducation thérapeutique quelle était, selon elles, l'utilité, l'objectif de ces outils. Alors, un moyen de mieux connaître ses traitements, ça, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Un moyen également de mieux connaître sa maladie, que ce soit sur des questions théoriques ou pratiques comme l'autosurveillance de son souffle, hein, c'est ce qu'on voyait avec le PicFlow. Mais un moyen pour renforcer les compétences d'adaptation, bon, ça c'était un tout petit peu, c'est la seule réponse, c'est la seule question pour laquelle on a eu une réponse négative. Voilà. Enfin bon, globalement, tout le monde est assez d'accord. L'outil est également, bien entendu, un outil d'interactivité, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le descendant, on est dans le partage. C'est peu considéré, enfin c'est. Bon, le problème, c'est qu'on a une enquête qui est sur 30 structures, donc c'est très difficile de tirer des conclusions trop définitives. Mais je dirais que c'est un petit peu moins considéré comme un outil d'auto-mesure ou un outil d'évaluation. Donc, c'est vraiment l'outil d'interactivité, c'est la manière de transmettre des compétences. Mais ça, je dirais que c'est assez normal et assez classique, et ça correspond bien à la définition de l'éducation thérapeutique.
Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, les structures n'utilisent que quand même peu une grille d'évaluation des outils. On ne parle pas de grille d'évaluation de l'apprentissage des patients, mais d'évaluation des outils proprement dit, pour savoir si effectivement ceux-ci sont pertinents, correspondent bien à un besoin, s'ils sont bien compris, s'ils sont suffisamment ludiques et si les personnes peuvent véritablement se l'approprier. Donc ça, c'est relativement peu fait. Bon, c'est fait quand même dans 40% des cas, mais la majorité n'a pas cette approche. Bon, je sais qu'il y a aussi des problèmes de temps et de disponibilité. Alors, d'où proviennent ces outils? Bon, l'association on a fait un certain nombre. Il faudrait qu'on en refasse, bien entendu. L'industrie pharmaceutique qui propose aussi un certain nombre d'outils. Les IREPS, les prestataires de santé à domicile, et alors le autre qui est majoritaire, mais en fait c'est essentiellement les outils qui sont créés par les structures elles-mêmes qui sont utilisés, et on a également l'IPSEM et puis les mutuelles qui pointent de plus en plus leur nez dans ce champ de la santé. Alors, globalement, les outils sont quand même assez anciens, plus de 5 ans, voire plus de 10 ans. Donc là aussi, il y a peut-être besoin de renouveler. Puis on a demandé aussi si les structures souhaiteraient que Asthme et Allergies élabore de nouveaux outils. Bon, bah évidemment, la réponse est oui. Nous, on ne demande pas mieux, mais Gilles parlait tout à l'heure du budget du bureau des étudiants de l'ESCP qui était équivalent à celui de l'association Asthme et Allergies. Bon, donc vous imaginez bien que voilà, c'est pas très simple. Et les outils qui plutôt sont demandés, c'est des choses vraiment concrètes. C'est l'outil pour expliquer le fonctionnement des poumons et l'impact de l'asthme. Les plus anciens se souviennent d'outils comme ça qui étaient formidables, avec des bronches qui étaient en plâtre même. Enfin, c'était des choses qui coûtaient certainement une fortune et qui étaient mis à disposition par des laboratoires. C'était vraiment très bien parce que c'était très visuel. Voilà, ça permet véritablement d'appréhender la question. Bon, les bronches en 3D, des nouvelles mises en situation. On avait travaillé aussi c'était à l'époque avec GSK, sur la ronde des décisions. Ça, c'est quelque chose qui est demandé de nouveau parce que c'était un outil très, très adapté, très, très pratique. Bon, les jeux de plateau, les vidéos, bon, Serious Games, ça commence à émerger effectivement. Des jeux de cartes, donc roue des symptômes, on a vu un peu, c'est un peu les rondes de décision aussi. Des outils nouveaux pour adolescents, c'est vrai qu'on en a relativement peu. Et puis, encore une fois, on est sur l'interactivité avec des plateaux sur les signes de la crise d'asthme, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque un petit peu, vraiment des outils un petit peu spécifiques sur la crise d'asthme. Et ça, c'est formidable aussi, puisque 90% des répondants ont dit qu'ils seraient prêts à participer à l'évaluation d'un outil qui serait élaboré par l'association Asthme et Allergies. Donc voilà les résultats de l'enquête. Juste un tout petit mot. Nous avons... je crois qu'il y a un petit peu d'inquiétude à avoir par rapport au nombre de structures d'éducation thérapeutique qui existent. Caroline a fait effectivement un certain nombre de relances. Sur ces relances, on a eu au moins, je crois que c'était une dizaine, vous m'avez dit, de structures qui ont fermé, qui n'existent plus, qui ne font plus proposent plus d'éducation thérapeutique aux patients. Les sites internet des ARS ne recensent plus, parce que je crois qu'ils sont un petit peu
un peu perdus aussi, ils ne font pas de mise à jour. Donc aujourd'hui, les pauvres patients, malheureusement, ils sont un petit peu perdus. Donc je crois qu'il y a un vrai effort à faire pour informer sur l'éducation thérapeutique et effectivement obtenir des financements. Mais ça fait des années et des années qu'on se bagarre sur le sujet. Bon, peut-être qu'on va y arriver. Voilà. Ouais, merci François, merci Christine. Je pense que sur Asthme Allergie, on a probablement un des objectifs de ces journées, c'est d'arriver déjà à faire que les gens se rencontrent et puis probablement à essayer de faire un annuaire, de savoir qui est qui et qui est où. Je crois que ça, ce serait important qu'on y arrive. Ça, ce serait déjà de faire en sorte qu'il y ait un réseau de ces éducations thérapeutiques qui sont le plus souvent isolées, qui fonctionnent comme elles peuvent et finalement qui s'enrichissent pas assez d'échanges. Et c'est, encore une fois, l'idée princeps de cette journée, que les gens se rencontrent, que les gens échangent. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que ça, c'est important. On voit que quand on lance un appel, il y en a pas mal qui tombent un peu dans le vide. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un réseau qui se structure. Et ça doit venir de la part de tout le monde, à la fois des centres d'éducation thérapeutique et de l'association. Et puis le deuxième élément, c'est les outils. Alors on voit que les outils qui sont utilisés sont parfois anciens. On est dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde il y a 25 ans. Hein. On est tous avec notre téléphone à regarder des gens qui construisent des cabanes. Donc maintenant, il va falloir qu'on arrive à utiliser de nouveaux outils, ou en tout cas qu'on réfléchisse autrement. Et Jean-Marie, justement, on a quand même sur l'association et allergie une idée de construire ou de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait participer à ces nouveaux outils. Vous m'entendez? Oui. Alors, pour rebondir sur ce que disait Antoine tout à l'heure, on a de plus en plus de patients avec des maladies respiratoires. D'un autre côté, on a des équipes d'éducation thérapeutique qui se diminuent ou disparaissent, surtout depuis le Covid, et on a des patients qui, enfin, dans mon cas personnel, malgré des structures, ne sont pas orientés vers l'éducation thérapeutique, des patients auxquels cette proposition n'est pas obligatoirement faite, et même si c'est fait, ils ne savent pas vers où s'orienter. Donc ça, c'est le premier constat. Et l'autre constat aussi, quand on discute, vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de soignants qui sont formés à l'éducation thérapeutique, il y a beaucoup de patients qui sont formés à l'éducation thérapeutique, il y a une espèce de force vive comme ça, qui est perdue un petit peu dans toutes les structures, mais qui ne sont pas affiliés et qui ne peuvent pas participer à des programmes d'éducation thérapeutique qui sont construits. Donc, on avait réfléchi un petit peu, et Antoine parlait du parcours de santé du patient avec des maladies respiratoires, et on avait réfléchi, nous, sur un parcours pédagogique des patients avec des maladies respiratoires. Tous les patients n'ont pas les mêmes besoins obligatoirement, donc ça peut être d'une information accessible lorsqu'ils sont confrontés à un problème à domicile, donc c'est une première approche. Donc ça, on a créé un MOOC il y a quelques années, on va le relancer, qui était destiné aux patients asthmatiques adultes. Le programme était construit avec des patients, et on a essayé de répondre à toutes les questions auxquelles ils se posaient. Ça allait de quels sont les symptômes à l'asthme au travail, quels sont mes droits, comment je peux m'arranger. Ça, c'est une première étape d'information peut-être pour les patients, et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va toucher le plus de patients. Seconde chose dont on s'est aperçu, c'est que les patients ont de plus en plus de difficultés à venir à l'hôpital, il y a moins de structures, et la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on pourrait développer l'éducation thérapeutique à distance? Donc ça n'enlève pas, c'est humanisé, hein, il y a quelqu'un qui est en face, qui va animer des groupes, mais à distance, et ce qui nous permettrait donc au centre de travailler ensemble, d'élaborer un programme, aux patients experts de participer, et surtout, et pourquoi pas, aux soignants qui sont formés à l'éducation thérapeutique, qui ont envie de s'engager, mais dans leur service, il n'y a pas de structure qui corresponde à cet engagement-là, de pouvoir participer à ce programme. Donc le projet pour les 2 ans à venir, et ça a débuté cette année, on a eu beaucoup de centres d'éducation thérapeutique, pneumologie adultes et enfants qui ont participé
au moins pour la région Île-de-France, mais bien sûr, la participation est ouverte aux autres régions, de créer une plateforme d'éducation des patients, une espèce d'environnement, je dirais, pédagogique, avec des MOOC, avec la possibilité des patients de communiquer entre eux, avec la construction d'ateliers qui pourraient être faits à distance, ce qui permettrait de faciliter probablement de toucher plus de patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et je pense notamment aux jeunes, parce que le jeudi après-midi, entre 14 et 16 heures, ils sont à l'école, où ils font autre chose, donc ils ne viendront pas obligatoirement à l'hôpital passer la journée, l'après-midi avec nous, même s'ils en ont besoin. Donc voilà, ça, on voulait vous annoncer aussi ce projet, qui est un petit peu un projet phare, sur lequel on a commencé à travailler et qui devrait se développer dans les années à venir. Donc un programme d'éducation thérapeutique à distance, avec des ateliers co-construits avec les participants, avec les patients, pour bien répondre et pourquoi pas la mutualisation entre les différents centres des formateurs, qu'ils soient professionnels de santé ou patients asthmatiques. Là, c'est un petit peu notre projet que nous aimerions bien mettre en place dans les années à venir. Alors, est-ce qu'on va y rajouter de l'intelligence artificielle? On va peut-être que oui, peut-être que non. On va voir après la discussion de ce soir. Merci, Gilles. Merci, Jean-Marie. Oui, l'idée, c'est... en fait, la problématique, c'est comment faire en sorte que le patient ait le bon message au bon moment, qu'il ait la bonne réponse à la question qui se pose. Et on voit, en fonction de tout ce qu'on a comme information, que c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Nous, quand on est comme ça, en train de se demander, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? On tape Google, on a 25 points de vue. Donc, quand on est patient, vous voyez ça dans vos quotidiens, notamment sur les vaccinations ARN, enfin, tout part dans tous les sens, et c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Et donc là, l'idée, c'est de créer un outil transversal qui soit accessible par les patients, mais qui soit aussi accessible par les éducations thérapeutiques, c'est-à-dire que vous puissiez adresser, alors on n'y est pas, il y a tout un tas de difficultés qu'il va falloir passer, des difficultés de construction, de réflexion, des difficultés de financement, des difficultés aussi de soutien, notamment administratif, mais l'idée c'est ça, de proposer des outils qui sont transversaux et qui pourraient servir, avec l'idée quand même que les gens se retrouvent, discutent ensemble, orientent et s'enrichissent les uns des autres. Voilà, donc ça, c'est le résultat de notre enquête. On voit que malgré tout le boulot que vous faites au quotidien, il y a encore pas mal de choses à faire. Et encore une fois, c'est qu'il y ait un réseau qui soit plus dense et qui se connaisse un peu mieux, et deux, qu'il y ait des mises en partage. Et nous, notre rôle, c'est probablement un peu ça, une transversalité de certains outils qu'on pourrait proposer à tout le monde. Ça, ce sont les objectifs des prochaines années. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette enquête, si vous vous êtes retrouvés dans les outils ou par rapport à ce que vous utilisez. Tu as un micro, François, je crois. Tiens, oui, deux mots. Dans les chiffres que vous avez vus, ce qui est étonnant, c'est la proportion d'adolescents que vous arrivez à prendre en charge dans les écoles de l'asthme. Tout le monde sait que cliniquement, c'est quand même les adolescents qui sont difficiles dans les problématiques d'observance en particulier. Et là, j'ai été étonné que justement, ce sont les outils pédagogiques qui sont les plus utilisés par les adolescents. Donc c'est à la fois une démonstration de la pertinence de l'outil pédagogique qui peut accrocher effectivement les adolescents dans leur suivi clinique. Et pour autant, je crois qu'il faut rester raisonnable. Là, j'ai été très étonné par les chiffres qui ont été démontrés, où les adolescents sont très utilisateurs, je pense, de l'outil pédagogique plus que des thérapeutiques nécessitées par leur maladie. Oui, alors il y avait peut-être un biais, puisqu'il y avait les enfants, les nourrissons et les adolescents qui étaient surreprésentés, donc peut-être que les écoles de l'asthme pédiatrique ont été un tout petit peu plus représentées que les écoles de l'asthme de l'adulte. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous les trois, puisqu'on a la réalité et l'avenir qu'on souhaite un peu vous donner. Merci beaucoup.
Alors maintenant, on accueille Yves Magard. Yves Magard qui fait de l'éducation thérapeutique et de la formation depuis, j'ose pas dire, hein, depuis quand? Depuis quelques années, on va dire, quelques mois, hein, mais qui a une longue expérience et pour le coup, en termes d'expertise, elle est indiscutable. Et l'idée, là, c'est de réfléchir, et finalement, les outils, c'est bien, mais quels sont les objectifs de ces outils? Qu'est-ce qu'on a comme outils à notre disposition? Et également, effectivement, qu'est-ce qu'on veut en faire? Merci Yves de t'être rendu disponible, d'être avec nous ce matin et de partager tout ça avec nous. Merci Gilles. Voilà, le sujet est assez classique, il a déjà été un petit peu abordé ce matin, donc je vais essayer de... Il y a des choses qui ont été dites, donc ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Comment on passe les diapos ? Tu peux mettre en grand écran ? Merci. OK. Donc la demande, c'était de traiter des outils pour quelles pratiques pédagogiques. Alors, juste pour rappel, vivre avec l'asthme. J'ai mis cette diapositive parce que il fut un temps où on avait l'habitude de dire à nos patients on peut vivre normalement quand on a de l'asthme. Et puis il y en avait certains qui vous regardaient un peu de travers en vous disant finalement est-ce que c'est normal de vivre en ayant toujours un petit peu peur d'être surpris par une crise, d'aller chez son docteur une fois tous les mois, d'être obligé de prendre des médicaments matin et soir, faire attention à notre environnement, etc., etc. Est-ce que vous avez tout ça, docteur? Bon, hein, le cahier des charges est assez lourd, donc il faut un petit peu... D'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique pour armer les patients pour faire face à ces difficultés et faire que leur vie soit le plus normale, entre guillemets, possible. Alors, juste pour rappeler, mais je ne veux pas insister, tout le monde connaît le tournant de l'éducation dans les années 2009, hein, avec la loi HPST, donc ça a été vraiment le booster de l'éducation thérapeutique. Il y avait deux choses importantes, c'est acquérir les compétences pour mieux gérer leur maladie, hein, tout ce qu'on a vu avant, et leur permettre de devenir acteurs responsables de leur propre santé. Et il m'a paru important ici de relier le concept d'empowerment, parce qu'on va leur proposer des dispositifs pédagogiques pour susciter donc l'interactivité, l'implication active et pour développer leur autonomie. L'autonomie, c'est vraiment très important chez ces patients. Donc, c'est quoi l'empowerment? Je vais vous dire pourquoi j'ai pensé introduire l'empowerment. Récemment, et Gilles était avec moi, Dorian était avec moi, dans le cadre des séminaires, des webinaires de l'association Asthme et Allergie, le thème c'était préparer sa consultation. Alors, on a développé, pour préparer sa consultation avec le médecin, pensez à noter tout ce qui vous est arrivé, les questions que vous aimeriez poser, comment vous vivez votre traitement, si ça vous convient, si ça vous convient pas, si vous le prenez, si vous le prenez pas. Vraiment, il faut en discuter en toute franchise. Ouais, tout ça, c'était vachement intéressant, etc. Et puis à la fin, ouais, mais il y a un problème. Ah ouais, c'est quoi le problème? Eh bien, on n'ose pas. Les patients, ils n'osent pas. Ok, et pourquoi ils n'osent pas? Ben parce qu'on n'ose pas parler à son médecin, etc. Donc je me suis dit, il y a un truc qu'il faut introduire de manière forte dans nos séances d'éducation, c'est vraiment de donner du pouvoir aux patients. L'empowerment, ça vient au départ, c'était aux États-Unis, ça faisait partie des mouvements des droits civiques, de la lutte des femmes. Et c'est arrivé dans la santé, ultérieurement. Donc, l'idée, c'est d'accroître l'autonomie, la participation des patients à leur propre parcours de soins. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de développer? L'efficacité personnelle. Je me sens capable. Moi, je vais parler avec mon médecin, je vais lui dire si ça va ou si ça ne va pas. Je vais lui poser des questions à la fin de la consultation. Le pouvoir décisionnel, participer aux décisions. Ce traitement, docteur, je ne suis pas sûr qu'il me convienne. D'ailleurs,
Antoine Magnan a évoqué cette idée des traitements qui finalement sont prolongés pendant des années et on ne sait pas trop si c'est de la routine ou si c'est encore efficace. Donc voilà, votre patient, il faut avoir en tête quand il vient vous voir qu'il rentre comme un simple receveur de soins mais qui ressort comme quelqu'un d'actif sur sa santé. Alors, le thème c'était les méthodes pédagogiques. Il y en a plein. Je vais vous raconter au début, quand j'ai commencé en éducation thérapeutique, un de mes plus gros projets, c'était dans les facteurs de risque cardiovasculaire et le demandeur, c'était l'équipe de la Pitié-Salpêtrière. Puis alors les gars, c'était à l'époque où on avait, je crois que ça s'appelait les CDPA, on faisait des bilans sur une journée à des malades qui souffraient d'athérosclérose, hypercholestérolémie, etc. Alors ils avaient le docteur, la biologie, l'échographie le Doppler écho des artères, etc. Puis à la fin de la journée, ils mettaient tout le monde dans la salle pendant 2 heures, puis allez-y, il y avait l'infirmière, après il y avait la diététicienne, après il y avait la psychologue, puis pour finir il y avait le docteur qui leur faisait plein d'explications. Puis au bout d'un moment, ils ont dit on va évaluer un peu ce que ça a donné. Et ils se sont aperçus que les patients avaient rien retenu. D'où l'idée d'un programme d'éducation thérapeutique, ça s'appelait Pégase, il a été construit, il a été évalué, il y a eu des études randomisées et donc finalement, ils ont changé leurs habitudes. Donc tout ça pour vous dire que en pédagogie, il y a plein de méthodes, hein. Les sciences de l'éducation, ça n'arrête pas de progresser. Ce qu'on utilise habituellement en ETP, c'est ce qu'on appelle la méthode active, la méthode dite de découverte ou encore constructiviste, hein. Donc l'idée, c'est de susciter l'interactivité, que les patients s'impliquent, tout ça pour développer l'autonomie, et vous voyez, on rejoint l'empowerment du patient. Ça s'oppose à la méthode transmissive, illustrée par ce que je vous disais au début, hein. On mettait les patients dans une salle, on leur faisait un PowerPoint, et puis on avait l'impression qu'ils avaient appris beaucoup de choses. Heureusement, je crois qu'on voit de moins en moins ce type d'approche. Donc les outils donc pour illustrer cette pédagogie active. Bon, je ne vais pas m'étendre puisque François Martin en a déjà parlé. L'outil, bon, c'est rien, c'est une photo, c'est un cas clinique. Ça n'a aucun sens s'il n'y a pas une démarche pédagogique, c'est-à-dire si on ne sait pas pourquoi, un objectif, si ce n'est pas appliqué par une personne formée qui a la méthode. L'outil, il sert à... C'est ce qu'on appelle un outil d'appel. Ce n'est pas des trucs avec plein d'informations dessus, mais c'est des choses pour faire réagir le patient, susciter sa curiosité, lui donner envie de poser des questions. On va le challenger, on va lui demander de commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il faut questionner, l'encourager à s'exprimer. Alors oui, ce qui est important, c'est de s'adapter à la variété des apprentissages préférés par les uns ou les autres. Il y en a qui aiment, dans l'apprentissage, bouger, se mettre en mouvement. D'autres sont plutôt auditifs, donc ils vont être plus à l'aise avec tout ce qui est le topo. D'autres sont visuels, il leur faudra effectivement des choses un peu plus imagées, etc. Donc il y a vraiment une nécessité aussi de tenir compte des facteurs. Bon, donc on a vu dans l'enquête de l'association qu'il y avait des outils qui correspondent bien à ces critères d'interactivité. Alors, voilà. Alors là, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est pas forcément dans l'AS, mais c'est juste pour vous donner des idées. Et puis vous dire que il y a des banques d'outils aujourd'hui disponibles, hein, parce que heureusement, il y a beaucoup d'équipes qui sont en partage, et sur les sites internet des IREPS, notamment dans la région Occitanie, dans la région de Marseille, dans le nord de la France aussi, je crois qu'ils ont tous, vous avez la possibilité d'aller voir les outils avec des modes d'emploi et de les télécharger. Je ne sais pas, vous faites ça à Toulouse également, Alain me dit. Voilà. Alors ici, voilà des cartes dans un programme qui était consacré aux diabétiques. Je peux prendre un... Voilà. Voilà comment ça marche, par exemple. Vous voyez, au départ,
pour leur permettre d'exprimer leurs émotions, leur vécu de la maladie. Si vous vous mettez avec un groupe de patients, puis vous leur demandez « c'est quoi votre ressenti par rapport à votre asthme ?» C'est sûr que vous en avez beaucoup qui ne vont pas oser s'exprimer. Si en revanche on leur donne une douzaine de cartes avec des propositions, alors ils vont tous choisir quelque chose. Alors, dans la partie supérieure, ce sont des cartes qui sont justement sur l'émotion. Je me sens désemparé, je me sens pas malade, je pense qu'il y a pire, j'ai peur de l'avenir, etc. Il y en a plein. Et donc là, ils vont chacun choisir une carte et ils vont pouvoir se reconnaître. Donc il y a une question de légitimation. Effectivement, si c'est marqué comme ça, c'est que c'est possible de ressentir une chose pareille. Là, c'est à propos de la bouffe. C'est-à-dire que, c'est quoi votre... pourquoi vous mangez beaucoup? C'est quoi votre comportement alimentaire? Moi, c'est le plaisir. Moi, parce que je suis assez gastro, j'apprécie les bonnes choses. Pour moi, c'est plutôt convivial. Donc, oui, ce genre de carte, ça permet effectivement d'autoriser les gens à s'exprimer et partager avec les autres. Voilà, ça c'est un programme qui s'appelle Prélude. Après, des outils pour développer l'autonomie et la prise de décision. Hein. Vous savez que dans l'asthme, un des moments importants d'éducation thérapeutique, c'est de travailler avec les patients sur les plans d'action. Voilà un plan d'action que vous trouverez sur le site de l'association Asthme et Allergie. Hein. Donc c'est un document écrit qui va guider le patient et lui permettre d'autogérer son asthme et en particulier de savoir quelle est la conduite à adapter quand ça va bien, quand ça va bien, c'est ici, quand ça va un peu moins bien, c'est là, et quand ça va vraiment pas bien, c'est là. OK ? Après, il y a tout ce qui est résolution de problèmes. Alors ça, c'est vraiment important de mettre en situation, parce que c'est pas tout d'apprendre des choses, mais il faut s'entraîner. Donc les cas cliniques, ça permet de... Alors je vais vous donner quelques exemples. Là, c'est un programme hommage qui était développé pour des sujets âgés. L'idée, c'était le professeur Legrain, je ne me rappelle plus son prénom, Sylvie Legrain, qui était à Bichat, et elle s'était donné comme challenge: je veux diminuer de 70% les réhospitalisations de patients qui sont venus hospitalisés, parce qu'on sait que les statistiques montrent qu'un patient âgé hospitalisé, malheureusement, dans un très grand nombre de cas, est réhospitalisé dans les quelques mois qui viennent. Alors son programme était très simple, c'était basé sur la reconnaissance des symptômes qui ont conduit à l'hospitalisation. Alors il y a plein de cartes, si par exemple j'ai les jambes qui gonflent, j'ai perdu du poids. Donc les patients étaient amenés à reconstituer l'histoire de leur décompensation, ce qui les avait amenés à l'hôpital. Effectivement, c'était souvent l'insuffisance cardiaque. Donc oui, c'est vrai que j'avais les jambes qui gonflent et puis j'avais j'étais de plus en plus essoufflé, etc., etc. Et une fois que les gens avaient reconstruit le scénario, l'idée c'était que la prochaine fois, quand ces symptômes reviennent, ils sont capables d'alerter avant que les choses se dégradent complètement. Donc les cas cliniques, voilà un programme qu'on avait fait dans le lupus systémique. C'était un programme dans lequel... Alors tous ces outils ont été conçus avec des associations de patients, des patients eux-mêmes, etc. Donc voilà, ici c'est un programme où il y a des cas cliniques. Alors j'arrive pas à les lire, vous non plus, mais finalement c'est... le cas est décrit, la problématique est évoquée, et tout le monde discute sur qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... voilà. Ici, c'est un traitement dans l'amylose, dans la neuropathie amyloïde, ça s'appelle Edamil. Vous voyez qu'il y a un poster qui est dans le service pour que les patients puissent être au courant et s'inscrire au programme éducatif. Donc, parmi les outils, je vous ai montré ici une grille sur les médicaments, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc ici, il s'agit de noter avec le patient, pendant l'éducation, le nom, les effets,
sur quoi ça marche, etc. Et donc toute cette liste, de manière à ce que les patients s'y retrouvent, ce qui n'est pas toujours évident. Ça, c'est un programme que Antoine doit peut-être connaître, ça se passe à Foch. C'est le centre de référence sur les syndromes hyperéosinophiliques, qui est réalisé avec Bayard. Je l'ai vu ce matin, oui. Voilà. Si vous voulez en parler, peut-être... passer le micro. Voilà. Voilà, alors ça, c'est les outils qu'on a développés pour notre programme les Eosino-Quesaco pour les maladies aéosinophiles. Donc, on est le centre de référence et on a la chance d'être à l'hôpital Foch. Et globalement, donc, on a développé un certain nombre d'outils que vous voyez là. Donc, il y a des cas situations sur l'atelier 2, l'atelier 4. On a un schéma anatomique. Et sur ce schéma, en fait, on a des cartes symptômes et on demande à nos patients donc de regarder les cartes, vérifier leurs symptômes et d'essayer de les localiser sur le plan. Parce qu'on sait très bien qu'on a certains symptômes qui ne sont pas forcément liés là où on pourrait le penser finalement. Ensuite, sur l'atelier 8, pour les conseils sur le droit au travail, on a développé un petit plateau de jeu. Donc, on n'a pas encore essayé le plateau. Finalement, on l'a fait qu'une fois, cet atelier. Et globalement, il y avait tellement de questions qu'on a le plateau et on a laissé parler les patients, finalement. Parce qu'il y avait vraiment des besoins sur ces thématiques-là. Et dans l'ASM, on a aussi développé des outils spécifiques. Ok. Et globalement, les patients sont très contents, c'est interactif et en fait, c'est ça le plus important. Le message passe plus facilement quand ils se sentent concernés et quand ils ont la parole, en fait. C'est vraiment un retour d'expérience. Super, merci beaucoup. Merci pour... Alors ça, c'est un programme pour les maladies inflammatoires du tube digestif, enfin les MICI, hein. Maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, juste pour vous montrer qu'effectivement, on travaille aussi sur la question des traitements, hein. Prendre ou pas prendre le traitement de fond, c'est quoi les bonnes raisons, les avantages, les inconvénients. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment une problématique pour les patients. Ici, c'est un programme pour l'amylose en général, donc c'est pas l'amylose, il y en a partout. Ici, c'est un jeu sur le suivi de la maladie. Donc, il y a des cartes qui, quoi, comment, pourquoi. À chaque fois, les patients tirent alors, je ne me rappelle plus comment ça marche exactement, mais on tire des cartes dans il y a 14 cartes à peu près, qui sont les spécialistes à voir régulièrement, qui est le spécialiste qui coordonne les soins, quels symptômes doivent me faire consulter rapidement, etc., etc. Donc voilà, une manière effectivement de... Tu connais bien, peut-être, tu en parleras. Ok. Donc l'autre point qui est vraiment important, je reprends l'idée de parler avec son médecin, c'est de développer les compétences de communication, hein. Franchement, c'est quelque chose qui semble pas évident. Donc, pour devenir un partenaire des soignants, le malade il va devoir exprimer ses besoins, ses attentes, ses questions, hein. Chaque rencontre avec un professionnel de santé, ça peut être un moment d'injecter un peu de pédagogie. C'est vrai que, comme nous ont dit nos collègues, l'éducation structurée dans la salle avec les 3 séances, ça va devenir de moins en moins facile, de moins en moins fréquent. Donc, il faut attraper toutes les opportunités de rencontre pour y mettre un peu de pédagogie. Donc préparer ces consultations, hein, comme je vous l'ai dit. Et ça peut se faire avec des jeux de rôle pour développer l'assertivité des patients. Vous les mettez en situation. On a fait ça beaucoup dans l'allergie alimentaire. Les enfants, on les met en rôle pour... Tu vas dire quand tu vas à l'anniversaire chez la maman de ton copain, tu dois lui expliquer que tu es allergique aux cacahuètes, hein. Il faut bien faire attention. Tu dois apprendre à la maîtresse, etc. Donc c'est possible de mettre le patient en situation de s'impliquer davantage. Donc
de passer d'une approche traditionnelle unidirectionnelle dans une approche collaborative. Alors là, c'est intéressant parce que c'est de la médecine générale. J'ai participé à un projet d'un médecin généraliste, le docteur Girardot, avec son interne, qui faisait sa thèse sur l'utilisation de l'ACT en médecine générale. Et donc, l'interne a interviewé une dizaine de médecins. Certains étaient utilisateurs de l'ACT, d'autres pas. Et donc, il faut peut-être dire ce que c'est que l'ACT. C'est un test qui permet de mesurer le contrôle de l'asthme en 5 questions très simples. Et voilà, qui permet de classer en pas du tout contrôlé à très bien contrôlé. Voilà. Donc, voilà ce que disaient les médecins, par exemple. Un des médecins qui était utilisateur de l'ACT, il disait, tac, 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 les patients qui ont rempli eux-mêmes le test avant de venir sont plus curieux, un peu plus attentifs, un peu plus actifs. Ils expriment un sentiment de satisfaction. C'est quand même plus agréable d'avoir un patient qui va être à l'écoute, qui va être demandeur, plutôt qu'un patient qui va être un peu passif. Je veux dire, ça aussi, ça vaut la peine d'être souligné. C'est-à-dire que quand la relation thérapeutique change entre le patient et le patient y gagne, mais le médecin y gagne également. Alors, je n'ai pas en tête, mais il y a plein d'enquêtes qui ont montré que les patients sont plus satisfaits quand ils ont ce type de consultation plus riche. Et puis le patient, il va faire un petit peu dériver la consultation, puisque là, vous voyez, le patient dit, le médecin dit, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à être un peu centrés sur notre point de vue de médecin, mais finalement, c'est important aussi d'avoir le point de vue du patient. Voilà. Après, au-delà de l'éducation thérapeutique formalisée, c'est pas parce que le patient il est venu 3 fois et qu'il a passé 6 heures avec vous qu'il est armé pour la vie. Malheureusement, c'est vrai qu'on sait bien que les connaissances, d'une part, vont s'affadir avec le temps, d'autre part que les progrès vont faire que les connaissances vont changer également. Donc, c'est important de préparer le patient à poursuivre son éducation de manière autonome en utilisant tous les dispositifs d'auto-apprentissage à disposition, e-learning, MOOC, Serious Game. Alors, on n'en parle pas trop ici parce que c'est le thème de la table ronde de cet après-midi. Et pourquoi pas lui apprendre à évaluer son asthme régulièrement. Donc, l'autre sujet de cette collaboration, c'est la prise de décision partagée. Nous avons réalisé récemment un programme de prise de décision partagée chez les patients asthmatiques à propos du traitement de secours, le traitement de crise. L'idée, c'était, on sait qu'aujourd'hui, on a le choix entre de prendre le même traitement en secours et en traitement de fond. C'est donc une association fixe matin et soir et éventuellement en cas d'incident, versus la méthode traditionnelle antérieure, le bêta-2 mimétique seulement. Voilà. Donc, ce programme a été réalisé autour de cette thématique. Et vous voyez que pour arriver à cette prise de décision partagée, il y a 4 étapes. Donc, on le propose au patient, on lui donne les informations pertinentes et basées sur les données scientifiques, on recueille ses préférences, ses valeurs, et ensuite on décide ensemble. Juste pour vous raconter, en Angleterre, il y a eu une campagne qui a été proposée par le NHS qui s'appelait « Poser 3 questions ». Donc il y avait des posters un petit peu partout. Les 3 questions, c'était « Quelles sont mes options ? C'est quoi les pour et les contre pour chacune de mes options ? Et comment je peux trouver du support pour m'aider à choisir ?» Donc voilà, c'était cette campagne. En conclusion, l'éducation thérapeutique a vraiment avantage à s'inscrire dans une visée d'empowerment du patient. Les méthodes et les outils éducatifs qu'on va utiliser, c'est
des outils qui vont rendre les processus d'apprentissage plus dynamiques, engageants et plus efficaces. Et puis, une fois que le processus éducatif sera terminé, une mise à jour régulière est vraiment quelque chose qui est important pour le patient. Et on a vu, avec ce que nous ont dit nos amis Jean-Marie et Gilles ce matin, qu'il y a des choses en préparation qui vont permettre d'assurer ce suivi. Merci pour votre attention. Merci. Moi, il y a un outil que je ne connais pas, Serious Game. Je ne connais pas du tout, en fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? L'outil pédagogique Serious Game. Alors, honnêtement, je ne connais pas du tout. Ah, les Serious Games. Donc, en fait, dans la table ronde de cet après-midi, on en parle un peu plus. Et je vais même vous présenter un commentaire sur un poster qui a été présenté tout récemment à la Société européenne d'éducation thérapeutique qui s'est tenue à Bruxelles. Il y a une équipe, Angers, qui a fait une étude sur un serious game proposé à des adolescents qui souffrent d'une maladie rare, xanthome, etc. Et effectivement, il y a toute une méthodologie. Alors, les serious games, il y a deux possibilités. Soit le patient les fait tout seul, bon, bah, c'est de l'auto-apprentissage, pourquoi pas. Soit il est fait avec un accompagnement par un professionnel de santé, et là, il s'inscrit un petit peu plus dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Maintenant, c'est vrai que tous ces dispositifs, les MOOC, les serious games, etc., on ne va pas faire la fine bouche, même si ce n'est pas strictement éducation thérapeutique, quand on sait ce que nous ont dit les collègues et qu'aujourd'hui, il y a tellement un rétrécissement de l'offre présentielle, donc c'est intéressant. Alors, le seul truc des serious games, c'est que c'est très cher, parce que ça ne supporte pas la médiocrité, surtout que ce sont des jeunes, ils sont habitués à des choses extrêmement de qualité, très techniques, etc. Donc pour faire quelque chose de bien, etc., je crois savoir que les coûts sont extrêmement élevés et on ne fera pas des serious games comme on fait des cartes. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors Yves, sur les outils, ce qui est important, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi de répondre à la bonne question au bon moment. Alors plus ça va, plus on va vers des médecines qui sont personnalisées. Et d'ailleurs, si on est dans l'asthme et les allergies, ce qui est intéressant pour un patient est finalement assez peu répétable à d'autres patients. Ce qui est intéressant pour un est intéressant pour un et pas forcément pour 50. Alors si on reprend un peu les objectifs de l'éducation thérapeutique, c'est la connaissance, c'est la résilience, c'est l'autonomie, c'est la décision. Donc tout ça, c'est théorique, c'est très bien. Et c'est vrai que là-dedans, ce qui est important, c'est finalement que le patient sache reconnaître sa propre maladie, ce qui est en soi difficile, parce que quand vous voyez autour de vous, dans vos séances d'éducation thérapeutique, le nombre de patients qui sont capables de reconnaître et d'identifier leurs symptômes, c'est difficile. Le nombre de patients qui sont capables d'utiliser un traitement d'urgence à bon escient sans attendre d'être en train de mourir. Donc tous ces trucs-là, à titre individuel, c'est extrêmement difficile. Et on a souvent fait des séances collectives qui sont intéressantes en termes de connaissances et tout. Et donc on voit bien aussi que par rapport à ce qu'on a dit dans Asthme Allergie, on a un certain nombre d'outils qui sont peut-être un peu au bout, qui s'essoufflent un peu. Non ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, il y a des choses qui méritent d'être... Dans ce que j'ai vu, ils aimeraient il y a des outils comme les cartes de symptômes, ils aimeraient qu'on les relook un peu plus modernes, qu'on les fasse aller vers l'allergie également. C'est vrai que les cas cliniques... Alors les cas cliniques, ce qui est intéressant, et je pense qu'on va en parler cet après-midi, c'est qu'on a l'expérience récente de mes collègues d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors c'est fascinant, hein. L'intelligence artificielle peut vous aider à faire des cas cliniques variés. Vous lui donnez les objectifs, voilà. Moi j'ai travaillé dans un tout autre domaine pour une ONG, dans les anémies de la femme enceinte. Vous dites à ChatGPT, fais-moi un cas clinique d'une femme de 26 ans, enceinte de 6 mois, qui a une hémoglobine à 8 par dénutrition. Et il te sort un cas clinique d'une femme de 26 ans, nanana, extraordinaire. Alors la seule chose, c'est qu'après, il n'y a pas la touche mystère, quoi. Il te balance le truc de A à Z avec la réponse, etc. Donc, on peut... disons que c'est une aide et qu'après, ça mérite d'être touché. Mais justement, pour tous ces outils que vous allez faire, parce qu'on a vu que beaucoup d'équipes faisaient elles-mêmes leurs outils, je crois qu'il y a un collègue qui va nous parler cet après-midi de l'intelligence artificielle, mais vous pouvez l'utiliser. Ça permet même de trouver des noms de programmes, ça permet même d'analyser des diagnostics éducatifs. Enfin, c'est une aide intéressante. Un commentaire. Je pense que peut-être que l'année prochaine, il faudra penser à faire un atelier construire des outils pédagogiques avec l'intelligence artificielle. Je pense que ce sera un beau rendez-vous, en tout cas pour les prochaines assises. Et juste une question, on est beaucoup contraint, personnellement, peut-être moins dans les autres équipes, on est beaucoup contraint par le temps. En fait, est-ce que c'est, bien sûr, il y a ce qu'on souhaite faire, il y a ce dont le patient a besoin, ce à quoi il est sensible. Est-ce que tu as des recommandations de temps d'utilisation par outil pour que peut-être les gens qui... Alors, on fait tous de l'éducation thérapeutique ici, mais pour les gens qui se lancent un peu en ETP, pour pouvoir un petit peu manager le temps, manager un peu les outils en fonction du temps imparti. Alors là, c'est un peu... C'est une sale question. Hein. Oui, le temps, c'est une vraie question. Peut-être c'est l'occasion de donner un peu la parole à la salle, qui a peut-être des expériences et qui peut nous dire comment ça se passe chez eux, s'il y a des volontaires. Qui est-ce qui fait de l'éducation de manière structurée, avec des ateliers éducatifs, etc. Vous pouvez lever la main? Donc ça tombe bien, on est sur une journée d'éducation thérapeutique et on a des gens qui en font. Donc déjà, on a un truc cohérent. Qui est-ce qui pourrait nous donner une expérience qui permettrait de répondre à la question de Jean-Marie? En gros, sur le timing, qui est-ce qui a... allez, c'est des sessions de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça dépend. Ça dépend des jeux. Allez-y, madame, vous pouvez nous commenter de manière plus... Comment vous faites? Alors, moi, je ne pratique plus l'éducation thérapeutique actuellement, mais je l'ai pratiquée pendant 15 ans. Et je pense que ça dépend du jeu, ça dépend des personnes qui participent au jeu, parce que... Donc, ces personnes dépendantes, on ne peut pas donner de choses... Voilà, ces personnes dépendantes, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accrocher à tel ou tel jeu. Après, il faut construire son jeu, et dans la construction du jeu, il faut se donner des temps. Tant de minutes pour telle chose, tant de minutes pour telle autre chose, et tant de minutes pour telle autre chose. Merci. C'est dans la construction du jeu que c'est fait. Et à Bordeaux, comment vous faites? Au CETBA, qui est une longue expérience. Oui, on sent bien quand même qu'on puisse les personnaliser mieux cette fois. Alors oui, tout à fait. Après, nous, à Bordeaux, on a un programme en ville, donc c'est certainement aussi un peu différent de l'ETP à l'hôpital. On a des équipes ambulatoires et on est organisé avec des référents, des ateliers polypathologie, dont l'asthme.
dont l'asthme et les allergies. Et je dirais, pour répondre à la question, quand même, que l'outil peut pas être une réponse au manque de temps, en fait. On va, en fonction des objectifs, choisir un outil, comme on l'a dit depuis ce matin, mais on peut difficilement gagner du temps grâce à un outil. Enfin, ça me paraît... Je vois pas comment on peut gagner du temps grâce à un outil. Bon, la question était un peu provocatrice, je l'entends. C'est simplement, en fait, souvent les personnes qui montent un programme à un moment, ils ont on a, enfin, peut-être plus à l'hôpital, envie de, je ne sais pas, mais je pense aussi également une contrainte de temps sur les données. Et la question, c'était est-ce qu'il y avait un conseil? L'objectif, c'est d'arriver à sa finité, enfin, c'est de développer un programme pédagogique adapté aux patients. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Sinon, on ne fait pas d'éducation thérapeutique, mais comment est-ce qu'on tient compte aussi du temps imparti? Et c'est Madame disait et ça c'est je trouve une réponse intéressante, on construit le jeu en fonction voilà, donc c'est au moment de la construction de l'outil, parce qu'il y a plein de personnes qui construisent eux-mêmes leurs outils, il faut en tenir compte, mais je pense qu'après, lorsqu'on a 1 ou 2 séances ou 3 séances réparties de courte durée, il y a un choix qui se propose, et c'était une de mes questions, comment est-ce que c'était plus une question à partager ensemble, effectivement, qu'une attente de réponse précise et bien définie, parce qu'il n'y a pas de normes, je dirais, là-dessus. On va faire ça l'année prochaine. On fera un atelier construire un outil tous ensemble et de façon personnalisée. De toute façon, il y a au moins 4 millions d'asthmatiques en France. Donc, une prise en charge éducative personnalisée, on sent que ça va être simple. En tout cas, Yves, merci beaucoup. Bon, alors, on sort du domaine des outils et de l'éducation thérapeutique. Alain, merci d'être venu de Toulouse. Et alors là, la discussion, c'est un peu différent. On est vraiment là dans les allergies, asthme, allergie et virus. Et association de malfaiteurs. Et là, je pense qu'on va plus frôler l'immunologie que l'éducation thérapeutique. Mais c'est pas très grave, on apprend des choses. Et c'est intéressant de pouvoir les discuter ensuite avec les patients. Merci Alain. Merci beaucoup Gilles, merci à l'association, merci à Christine de cette invitation. Alors effectivement, le sujet est un peu hors de votre sujet, mais je pense quand même qu'à la fin on peut raccrocher les wagons, qu'on peut voir qu'il y a quelques messages qui peuvent être importants à faire passer en éducation thérapeutique autour de cette thématique qui est l'infection respiratoire et notamment l'infection virale et bien sûr les allergies. Alors, donc comme Gilles l'a dit, je suis Alain Didier, je suis pneumologue et je travaille à Toulouse. Mais il y a mon nom là sur la... Voici mes liens d'intérêt. Et donc effectivement ce sujet des virus et de l'asthme est un sujet important et vous voyez sur cette diapositive que globalement à tout âge on peut être touché par les virus respiratoires et bien sûr ces virus respiratoires quand on est asthmatique ils vont avoir des conséquences potentiellement plus importantes que quand on l'est pas, notamment en termes de durée des symptômes voire en termes de sévérité des symptômes, mais vous voyez aussi sur cette diapositive que globalement il y a quand même 2 grands virus qui vont se dégager, même si c'est pas les seuls, c'est d'une part le VRS, le virus respiratoire syncytial, et d'autre part les rhinovirus. Et depuis 2020, il y a un nouvel acteur que vous avez tous probablement subi, qui est le SARS-CoV-2, donc qui appartient à la famille des coronavirus. Je ferai un petit aparté sur ce virus parce que vous verrez qu'il y a le côté négatif qu'on a tous vécu, mais avec le recul, on peut en tirer quand même des éléments peut-être un peu plus intéressants et positifs, notamment pour les asthmatiques. Alors ces 2 grands virus, les voilà, donc le VRS et le rhinovirus, et ils ont une temporalité qui est assez différente. Le VRS, c'est plutôt un virus qui va frapper les tout petits enfants, les enfants pendant la première année de vie, et on pense que c'est notamment un virus très épidémique pendant la période automnale et hivernale, qui va déclencher des grandes épidémies qui vont saturer les hôpitaux, qui vont entraîner des bronchiolites chez l'enfant, et on pense que ce virus, il a probablement un rôle relativement important chez certains enfants dans le déclenchement futur et l'apparition d'un asthme.
Et puis de l'autre côté, vous avez le rhinovirus. Alors là, le rhinovirus, il est tout le temps. Il est présent tout le temps. On peut avoir un rhume en plein été, ça peut arriver. Et ce rhinovirus, on le voit plutôt comme un acteur du déclenchement des symptômes d'asthme chez des patients asthmatiques à l'occasion de cette infection, par ces rhinovirus. Alors il y a deux groupes de VRS et il y a plusieurs plusieurs souches de rhinovirus. Voilà un petit exemple de ce que je viens de vous dire. Quand on regarde, ça c'est une étude très intéressante qui est récente d'ailleurs, où c'est une cohorte de nourrissons qui ont été suivis pendant un an. Pendant un an, on les a régulièrement interrogés, enfin pas eux, mais les parents, sur la présence de symptômes respiratoires. Et quand ils avaient des symptômes respiratoires, on leur a fait des prélèvements pour voir s'ils avaient ou pas du VRS dans le nez notamment. Eh bien, vous voyez que on a regardé à 5 ans, donc c'est une étude quand même assez longue dans le temps, on a regardé la proportion d'asthmatiques en fonction du fait qu'ils avaient été infectés ou pas par le rhinovirus. Vous voyez déjà en rouge que quand les enfants ont été infectés par le rhinovirus, à 5 ans, ils ont un peu plus d'asthme. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si on regarde la différence entre asthme atopique et non atopique, c'est-à-dire les asthmes avec une composante allergique ou un asthme sans composante allergique, eh bien vous voyez que finalement le VRS il paraît surtout inducteur d'un asthme non atopique. Donc très probablement, il favorise le développement d'asthme chez des nourrissons, chez des petits-enfants qui n'ont pas forcément un terrain atopique. Après, pour les autres, ils ont bien sûr un déclenchement qui est probablement plus lié à leur environnement allergénique. Pour le rhinovirus, voici un exemple intéressant de ce que m'avait demandé Gilles, c'est-à-dire l'interaction entre les allergènes et les rhinovirus. Vous voyez qu'ici, quand je suis asthmatique, j'ai une sensibilisation aux acariens, mites c'est les acariens, la poussière, bien vous voyez que plus ma sensibilisation augmente, plus j'ai un risque d'exacerbation d'asthme qui va aller en augmentant. Mais si je n'attrape pas de rhinovirus ici, mon risque reste relativement faible. Si par contre j'attrape un rhinovirus et que je découvre le rhinovirus dans le nez de ce patient asthmatique, bien vous voyez que la probabilité pour que j'ai une exacerbation d'asthme, une aggravation de mon asthme, devient beaucoup plus importante. La courbe se redresse vers la gauche. Donc là, on voit cette très belle interaction entre je suis sensibilisé, je suis allergique, je rencontre un rhinovirus, je vais avoir un risque d'exacerbation qui va être très important, plus important que si je ne rencontre pas cet élément. Alors tout ça, bien évidemment, c'est en train d'être complètement renouvelé depuis le Covid. C'est peut-être un effet positif du Covid, c'est-à-dire que depuis le Covid, je pense que vous avez tous subi ce genre de truc pendant le Covid. Donc, on a développé des outils qui permettent, en faisant un frottis nasopharyngé, il faut aller assez profond quand même, vous voyez, en faisant un frottis nasopharyngé, on peut détecter l'ARN du virus. On peut le faire pour le coronavirus, le SARS-CoV-2, mais on peut aussi, maintenant, on a des tas d'outils qui nous dépistent des tas d'autres virus. Des multiplexes où on peut dépister du VRS, d'autres coronavirus, des rhinovirus, des entérovirus, etc., la grippe, etc. Donc c'est devenu un outil extrêmement populaire et quand on a des asthmatiques qui décompensent, assez souvent on peut leur faire ce type de prélèvement pour leur montrer qu'ils ont du rhinovirus. Ça veut dire ça leur fait une belle jambe puisqu'on n'a pas de traitement, mais au moins on sait ce qu'ils ont et ça les inquiète pas trop que ça dure, puisqu'on sait que quand on a un rhume, ça va durer. Mon père qui était médecin généraliste disait toujours un rhume soigné c'est 1 semaine et un rhume non soigné c'est 7 jours. Donc, mais chez l'asthmatique c'est plus long. Et voilà, voici quand on utilise ces outils, ce qu'on peut trouver. Alors ça date un petit peu, il n'y a pas le Covid, mais je vais y revenir là-dessus. Vous voyez qu'on peut trouver, alors on va trouver donc le VRS, on va trouver des rhinovirus, mais on peut trouver des tas d'autres choses. Para-influenzé, c'est un virus qui ressemble à la grippe, puisque le virus influenzé, c'est la grippe. On peut en trouver assez fréquemment. On peut trouver des entérovirus, on peut trouver des coronavirus. Mais ce que nous a aussi appris ce type de prélèvement, c'est que contrairement à ce que moi j'ai appris, on peut avoir 2 virus à la fois. Moi, j'avais toujours appris, quand on a un virus, on ne peut pas en choper un autre. Ce n'est pas vrai. Quand on fait ce type de prélèvement, on a des gens qui ont des co-infections, soit des co-infections virales, soit des co-infections bactériennes, avec un virus et une bactérie. Alors, le Covid, faisons un petit aparté sur le Covid, parce que je pense que ça nous a quand même appris des choses. La première chose que ça nous a appris, c'est que quand on se protège, on n'a pas d'exacerbation d'asthme. Là, vous avez ici une étude épidémiologique qui est faite au Mexique, dans différentes villes du Mexique. Vous voyez ici, on arrive en 2020, c'est le début du Covid, beaucoup d'exacerbations d'asthme. Confinement, plus rien. Là, fin du confinement, ça repart.
reconfinement ou vacances, ça baisse, et là, ça repart. Donc on voit très nettement que la protection, quand on se protège, quand on se confine, quand on met un masque, quand on est asthmatique, on a moins d'exacerbations. Et donc là, on a un message par rapport à la protection quand on est malade, protéger les autres, se protéger soi-même, etc., qui est relativement important et qui est validé. Alors, toujours sur le Covid, il y a des trucs bizarres qui circulent dans la littérature, en particulier quand on regarde un peu la littérature, les gens se sont dit, bon, est-ce que l'asthmatique est plus sensible au Covid ou est-ce qu'il a plus de risques d'avoir de formes graves? Et globalement, ce qui ressort d'une façon un peu générale, mais on va voir qu'il faut beaucoup le pondérer très prudemment, notamment pour les asthmatiques les plus sévères, c'est que peut-être l'atopie serait un facteur protecteur contre les formes graves de Covid, pas contre le Covid, mais contre les formes graves. Alors ça, je crois quand même que ça doit être pondéré par le fait qu'il y a de nombreux facteurs de confusion qui pourraient expliquer cette observation. Et là, ça résume, c'est un article assez récent qui est intéressant, qui était pas mal, qui résume un peu la situation de ce qu'on peut constater au cours du Covid chez l'asthmatique. Premièrement, que les gens qui ont un asthme qui n'est pas contrôlé, et en particulier qui ont pris récemment des corticoïdes par voie générale, sont plus à risque d'avoir une forme sévère. Ça, c'est sûr. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Contrôler son asthme, c'est quand même un moyen, même si on attrape le Covid, d'avoir une forme qui ne sera pas trop sévère. Deuxièmement, avec tout ce qui a été mis en place, les mesures de protection, on a eu, pendant la période Covid, notamment pendant les premières vagues, les vagues les plus sévères du Delta, on a eu moins d'exacerbation d'asthme que ce qu'on pouvait attendre. Il y a une petite question en suspens sur le fait que peut-être la corticothérapie inhalée, j'y reviendrai, protège contre une certaine forme de gravité du Covid. Il y a eu bien sûr des débats autour du vaccin, mais on sait à peu près que chez l'asthmatique, il n'y a pas plus de risque avec ce vaccin chez l'asthmatique que dans la population générale. Mais quand même aussi, ce qui ressort maintenant avec le Covid actuel et les mutants actuels, c'est que manifestement les gens qui ont Covid et qui sont asthmatiques, ils vont avoir des symptômes qui vont être plus prolongés, notamment une toux qui risque d'être assez prolongée. Et il faut les en avertir. Dans le GINA 2023, et je pense aussi dans le 2024, c'est très bien résumé, et on peut prendre quelques points clés. Premièrement, les personnes asthmatiques sont-elles à risque accru de contracter la Covid? Elles ne semblent pas exposées à un risque accru. Est-ce qu'elles présentent un risque accru de décès? Non, sauf pour les patients qui ont un asthme mal contrôlé, ou pour les patients qui ont pris des corticoïdes par voie orale récemment, ou pour les patients qui ont d'autres comorbidités, en particulier l'obésité, qui est un facteur étroitement lié à la sévérité du Covid. Donc, une des conséquences, puisqu'on est dans l'éducation thérapeutique, c'est qu'il faut que les asthmatiques arrivent à bien contrôler leur asthme dans une période où on pourrait être exposé à ce virus. Ce qui est important aussi, parce que là, il y a eu des messages très contradictoires, notamment en période de début de cette pandémie, c'est que les corticoïdes inhalés ne sont pas un facteur de risque de gravité du Covid. Alors que je vous rappelle qu'au départ, on avait tendance à dire l'inverse, ce qui était assez grave. Non, on sait maintenant que c'est pas vrai. Donc il ne faut pas interrompre les corticoïdes inhalés. Peut-être même qu'ils sont protecteurs, c'est à voir. Et puis il y a eu aussi des mesures de protection. Quand on utilise donc, quand on a besoin de prendre en charge un patient qui est infecté par le Covid, qui a un asthme et qui a une exacerbation, la recommandation, c'était d'utiliser plutôt la chambre d'inhalation et de fortes doses de bronchodilatateurs plutôt que de faire un aérosol, parce que l'aérosol, il envoie des particules virales partout dans la pièce et que donc pour le personnel, c'est pas terrible. Mais il faut aussi, quand on est personnel soignant, se masquer. Pour les vaccins, je vais aller vite, il n'y a pas de signal délétère de la vaccination chez les asthmatiques, mais bien évidemment, les précautions sont à prendre comme dans la population générale, mais en tout cas, chez l'asthmatique, il n'y a pas de précautions particulières à prendre, et ils vont même très probablement recommander ce vaccin chez l'asthmatique, et donc on peut vacciner nos asthmatiques contre la Covid-19, et on peut aussi donc les vacciner contre la grippe, j'y reviendrai, parce que c'est aussi un virus qui peut être responsable d'exacerbations graves. Il y a un petit alinéa qui n'est pas inintéressant sur l'association biothérapie et vaccination, où il suggère, dans le GINA en tout cas, de ne pas faire les injections de biothérapie
en même temps que l'on fait l'injection de vaccination. C'est probablement, je pense, pour que, si vous avez un effet secondaire, de bien différencier les effets secondaires liés à la biothérapie de ceux qui sont liés au vaccin. Alors, pourquoi ? Je rentre dans un domaine peut-être un peu plus complexe, mais on va essayer de le faire relativement simple. Arrêtez-moi si je vous perds. Pourquoi y aurait-il chez l'asthmatique une susceptibilité particulière, ou en tout cas des symptômes plus prolongés en cas d'infection virale? Eh bien, il y a différentes explications mécanistiques qui ont été proposées. Premièrement, chez l'asthmatique, il y a une surexpression de certaines molécules d'adhésion qui sont le site de fixation des virus, donc ils vont avoir tendance à se coller sur l'épithélium plus facilement. Deuxièmement, les réponses protectrices qui sont des réponses de sécrétion d'interférons. Vous savez, les interférons, c'est une vaste famille de molécules qui protègent contre les infections virales. Eh bien, semble-t-il, chez l'asthmatique, elles peuvent être un peu défaillantes dans certaines circonstances. Et puis, chez l'asthmatique, il y a aussi des cytokines de l'inflammation qui sont déjà en route. Et quand on va en plus rajouter le virus là-dessus, ça va embrayer sur un flot de cytokines ou une accélération de ce processus inflammatoire. Et puis, les asthmatiques allergiques, donc, ils ont des cellules présentatrices d'antigènes qui sont normalement des cellules qui servent à se défendre contre les virus, contre les agents infectieux, qui sont malheureusement très encombrés par la présence d'IgE et qui, de ce fait, dysfonctionnent un petit peu et probablement nous empêchent l'asthmatique de se défendre correctement. Donc, pour faire simple, un point clé de ce qui dysfonctionne chez l'asthmatique, c'est ici l'épithélium. L'épithélium, hein, donc c'est ce qui recouvre les bronches, c'est la première ligne qui va recevoir les virus, qui va recevoir les allergènes. Et chez l'asthmatique, en particulier quand il est non traité, on sait que cet épithélium, il n'est pas en forme, et il est non seulement visuellement pas en forme, je vais vous le montrer, mais en plus, il est fonctionnellement pas en forme du tout, et il ne marche pas très bien. Donc voilà quelques exemples. Hein. Donc ici, un épithélium normal de quelqu'un qui n'est pas asthmatique, et puis ici, un épithélium donc, de quelqu'un qui est asthmatique non traité. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir la différence. On voit très bien qu'il y a des cellules qui se baladent un peu partout, que l'épithélium est dégradé, et puis il y a plein de points rouges dans la sous-muqueuse qui sont des éosinophiles. Des éosinophiles qui contribuent à l'inflammation chez l'asthmatique. Et je reviens sur cette interaction entre virus et allergie qu'on peut démontrer à l'échelle in vitro, donc sur des cellules épithéliales qu'on a extraites de chez l'asthmatique au niveau du nez. Donc quand on prend ces cellules épithéliales chez un sujet qui n'est pas asthmatique et qu'on administre ici en bas le rhinovirus, ce fameux rhinovirus qui déclenche le rhume, eh bien vous voyez que les cellules de nos sujets contrôle, elles vont sécréter de l'interféron de façon tout à fait normale. Et si je rajoute de la poussière de maison, si je rajoute des acariens, eh bien, il ne se passe rien de particulier. Elles continuent à sécréter de l'interféron de la même façon. Chez l'asthmatique, eh bien, vous voyez que quand on a le rhinovirus, on va sécréter de l'interféron, mais si je rajoute l'allergène, eh bien, malheureusement, la sécrétion d'interféron est diminuée par rapport au rhinovirus tout seul. Donc, du coup, vous voyez que cette interaction agression virale et agression allergénique, elle est délétère pour les défenses antivirales. Alors, comment on peut se défendre contre les virus? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, il y a les vaccins. Alors, la vaccination antigrippale, je sais qu'elle n'a pas très bonne presse chez l'asthmatique. Néanmoins, c'est un vaccin qui est utile, c'est un vaccin qui est protecteur. Ça ne protège pas à 100%, mais en tout cas, ça diminue significativement le risque d'être hospitalisé pour une exacerbation d'asthme liée à la grippe. Le VRS, ça c'est un domaine qui est en plein boom, en pleine explosion, et il y a deux stratégies qui sont choisies pour combattre le VRS. Vous avez la stratégie classique de vaccins avec des recombinants, enfin un vaccin ARN, et ça pour l'instant le vaccin est actuellement disponible, vous le savez, mais il n'est pas remboursé. Et il est conseillé chez les patients de plus de 60 ans. Malheureusement, pour l'instant, le coût est un peu élevé, c'est je crois autour de 250 €, mais on ne désespère pas que ce vaccin soit finalement remboursé, notamment pour les populations à risque, dont pourraient faire partie les asthmatiques. Pour les bébés, il y a donc ces anticorps monoclonaux. Ce n'est pas un vaccin, c'est une protection qui va aller protéger le bébé, l'enfant, pendant la
première année de vie. Et donc vous savez qu'il y a eu une grande campagne, malheureusement qui a été un peu tourné court parce qu'on n'avait pas acheté assez d'anticorps monoclonaux chez Sanofi. Et donc l'idée c'était de vacciner tous les nouveau-nés, sous réserve que les parents soient d'accord, enfin de leur injecter cet anticorps monoclonal dans la première année de vie, lorsqu'ils sautaient de la maternité, pour éviter qu'ils aient une bronchiolite la première année. Donc ça a pas mal marché, à tel point que ça a tellement bien marché qu'on a été en rupture de ce produit. Et donc je pense qu'on est encore un peu tôt pour voir les effets à long terme, mais j'ai l'impression quand même que les pédiatres se sont moins plaints cette année de l'épidémie de bronchiolite que l'année précédente, donc très probablement il y a un truc intéressant. Et alors l'autre chose intéressante pour nous médecins, c'est que autant, vous le savez, il y a de grosses réticences sur la vaccination d'une façon générale, autant là, tous les parents voulaient que leurs enfants reçoivent cet anticorps monoclonal. Il y a un certain paradoxe. Bon, pour le Covid-19, on connaît les vaccins qui sont à disposition. Et je vous dis un mot pour terminer, des thérapeutiques soit médicamenteuses, soit l'immunothérapie allergénique, qui est une thérapeutique médicamenteuse. Première thérapeutique médicamenteuse très simple, la corticothérapie inhalée. Quand on donne des corticoïdes inhalés à un asthmatique qui a son épithélium qui souffre, qui est desquamé, eh bien, ça lui fait du bien et ça restaure quelque part son épithélium bronchique, dont on peut penser que ça restaure non seulement son aspect, mais très probablement sa fonction. Deuxième intérêt, enfin, pour les asthmatiques les plus sévères, vous savez que depuis quelques années, on peut leur administrer des biothérapies, donc des anticorps monoclonaux qui vont bloquer certaines cytokines, donc sélectivement une cytokine. Et bien, vous voyez que quand on regarde cette méta-analyse, toutes ces biothérapies, quelles qu'elles soient, ont un effet sur les exacerbations. Comme je viens de vous dire que les exacerbations sont, dans la majorité des cas, déclenchées par les virus, on peut penser que ces biothérapies agissent sur les exacerbations virales. Alors je ne dis pas que ce sont des antivirus, hein. Je dis que ça probablement parce que ça restaure une fonction normale, enfin, où ça diminue l'inflammation, ça restaure les capacités antivirales. Il y a eu une étude qui a été très bien faite, un peu ancienne, mais qu'on cite toujours, qui a étudié une de ces biothérapies, ici, qui est l'anti-IgE, donc l'omalizumab, et on a regardé qu'est-ce que ça faisait sur les exacerbations saisonnières. Vous savez, les enfants qui sont asthmatiques, allergiques, ils ont des pics d'exacerbation qui sont à l'automne et au printemps, dont la plupart sont liés non pas aux allergènes, peut-être à la conjonction avec les allergènes, mais surtout au rhinovirus. Eh bien, on voit dans cette étude que lorsqu'on administre, donc c'est le marron ici, la courbe en marron, eh bien, quand on administre l'omalizumab, eh bien, on gomme complètement, on écrète ces deux pics d'exacerbation du printemps et de l'automne, mais quand même, quand on prélève ceux qui ont des exacerbations, on retrouve toujours ces fameux virus qui montrent bien qu'on n'est pas antiviral, mais qu'on restaure la capacité à se défendre contre les virus. Et puis il y a une étude récente, là qui est une étude in vitro sur des cellules bronchique, d'épithélium bronchique, donc, où on a administré du tezepelumab et ensuite on a fait subir une agression à ces cellules, soit avec le rhinovirus, soit avec un produit qui mime l'action du rhinovirus. Et ce qu'on voit, c'est que chez le contrôle, ça ne fait strictement rien, et chez les patients qui ont reçu le tezepelumab, eh bien leurs cellules sécrètent moins d'alarmine, sécrètent moins de produits qui témoignent de la dysfonction de l'épithélium. Par contre, ça ne change rien à la charge virale. Donc ils sont mieux équipés pour se défendre, mais ils sont quand même infectés par le virus. Et je termine par l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est la désensibilisation avec un nom moderne. C'est plus chic, mais c'est la même chose. La désensibilisation ou l'immunothérapie, il y a des données assez récentes et intéressantes. Ici, c'est une étude qui a été faite au Danemark. Alors au Danemark, ils ont la chance d'avoir des cohortes très importantes. C'est un petit pays, donc ils ont des cohortes de patients qui sont suivis. Ici, c'est à partir de leur base de données, de leur équivalent de sécurité sociale, comme on peut avoir ici en France. Et ils ont pu montrer que chez des patients qui sont désensibilisés, eh bien, après la désensibilisation, ils ont un risque très diminué d'exacerbation de l'asthme. Bon, ça, c'est pas un scoop, hein, on s'y attend. Mais ils ont aussi montré que
paradoxalement, c'était les exacerbations infectieuses qui étaient diminuées. Alors, vous allez me dire comment ils ont fait pour démontrer ces exacerbations infectieuses. Au Danemark, ils sont un peu plus sérieux que nous. Ils ont des critères très stricts pour prescrire des antibiotiques, et donc ils ont considéré que c'était infectieux à partir du moment où il y avait des prescriptions d'antibiotiques qui rentraient dans les clous de ce qui était recommandé. Donc on voit là une assez nette diminution des exacerbations d'origine infectieuse. Et alors cette diapositive est absolument imbuvable, mais je vais vous la résumer. L'auteur qui a fait la première publication est allé beaucoup plus loin. Il a fait une étude, cette fois-ci, chez des asthmatiques traités par immunothérapie, où il est allé sous endoscopie leur prélever leur épithélium bronchique, et il a montré que leur épithélium bronchique avait quelque part restauré ses capacités de défense contre les virus, en termes notamment de diminution de sécrétion d'IL-33, qui est une alarmine, et en termes de restauration de la réponse interféron. Donc ça donne quand même une image de l'immunothérapie, de la désensibilisation spécifique, dite spécifique autrefois, qui n'est plus du tout spécifique, puisque là on est sur un effet qui n'a rien à voir avec l'effet contre les allergènes. Donc pour terminer, voilà ce que je vous propose. Ce qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est que la majorité des exacerbations de l'asthme ne sont pas dues aux allergènes, mais au virus, ou peut-être à l'association allergène et virus, et en particulier au rhinovirus. Mais quand on est en plus allergique et quand on est exposé aux allergènes, bien évidemment, ça va potentialiser les symptômes, ça va augmenter la durée des symptômes, et ça peut les rendre beaucoup plus sévères. L'épithélium bronchique, c'est manifestement, dans cet appareil respiratoire qui est très complexe, c'est probablement un endroit clé où se passent beaucoup de choses qui vont expliquer la susceptibilité des infections virales que présentent nos asthmatiques. Et s'y intéresser, restaurer ses capacités, c'est probablement un point clé pour les défenses antivirales et défenses anti-infectieuses en général. Et donc, je vous ai montré que certaines thérapeutiques, dont la désensibilisation, qui est une très vieille thérapeutique, a probablement un impact sur ces cellules épithéliales. Et enfin, le mot-clé, puisque on va parler d'éducation thérapeutique, c'est que les vaccins, ça fait partie intégralement de la prise en charge de l'asthmatique dans un objectif de prévention de ces épisodes qui peuvent être sévères d'exacerbation. Je vous remercie. La tête quand même. Et effectivement, je crois qu'il y a le message de l'épithélium est absolument fondamental, parce qu'il y a pas mal de patients qui pensent que les corticoïdes, c'est immunosuppresseur, que les biothérapies, c'est immunosuppresseur. Alors les corticoïdes, oui, mais les corticoïdes inhalés, quand même beaucoup moins, les biothérapies, pas du tout. Et en fait, finalement, les corticoïdes inhalés, ça restaure les défenses, ce qui est un peu bizarre, mais... Ça restaure l'épithélium, donc les défenses. C'est ça, parce que l'épithélium, c'est notre barrière de défense vis-à-vis des allergènes, des virus, de la pollution, du tabac. Et donc, c'est quand même un message important pour les patients, c'est que finalement, les corticoïdes inhalés, ça aide à se défendre. Oui, et c'est ce qu'on a vu pendant le Covid, où au départ on a dit non, arrêtez tout, et puis finalement après on dit non, reprenez, parce que ça va mal se passer si vous êtes déstabilisé, si votre asthme est déstabilisé. Donc ça, c'était le premier message qui me paraissait important. Et le second, c'était celui des vaccinations, parce que il va y avoir la vaccination du VRS. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir intégrer finalement dans notre petite pochette vaccination de nos patients. Sûrement, et alors pour les asthmatiques sûrement, mais pour les BPCO encore plus, puisque là c'est probablement aussi extrêmement délétère chez nos patients BPCO. D'ailleurs, tous les hivers, on isole au cours des exacerbations de BPCO, des VRS, oui, chez les gens qui sont loin d'être des nourrissons. Donc le VRS n'a pas l'apanage du nourrisson, il frappe aussi les gens plus âgés. C'est pour ça qu'on a fait un atelier vaccination, parce que je pense que, je ne sais pas comment c'est chez vous, alors tant que ce n'est pas ARN, on arrive à le vendre. Je ne sais pas quelles expériences vous avez avec les vaccins, si vous avez des questions à poser là-dessus, ou des remarques à faire. Parce que j'ai vécu le coup de Beyfortus, et ce qu'on dit c'est ah ouais, on n'a pas commandé à cette dose, mais je tiens à dire quand même que le moment où on a commandé les doses de Beyfortus, c'était 1 an avant, en plein sortie de Covid et d'ambiance anti-vax, et où l'hypothèse, qui a du coup été complètement fausse, c'était de dire
Mais les mamans, elles vont sûrement pas vouloir qu'on administre le Beyfortus à leur bébé, quoi. C'était pas du tout l'ambiance. Donc on en a commandé une certaine quantité qui a coûté cher à l'État quand même. Et c'est le ministère de la Santé. Et après, effectivement, il y a eu une rupture de stock. Mais Santé publique France vient de montrer qu'il y a eu un effet de la vaccination anti-VRS au moment de l'épidémie de bronchiolite, notamment sur les hospitalisations des enfants. Et donc, en fait, il faudra faire le calcul, mais je pense vraiment qu'on a été remboursé. Et comme tu le dis, on n'a pas entendu trop les pédiatres, ce qui est un assez bon signe. Mais effectivement, les services d'urgence pédiatrique n'ont pas été engorgés par les bronchiolites cette année, probablement à cause de ça. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cet excellent topo. Je voulais juste rajouter un commentaire. Les corticoïdes dans l'asthme pour l'épithélium, c'est un peu le traitement de l'eczéma qui protège, après une peau bien saine, protège contre les agressions de l'extérieur. C'est comme ça que j'explique à nos patients, et c'est ultra important de faire un exemple visible, parce que l'eczéma, là, ils peuvent vraiment regarder ce qui se passe. Et pour le vaccin, juste en commentaire, oui, pour les vaccins ARN, je pense qu'il y a ceux qui sont anti-vax, et c'est impossible de les convaincre, là, et c'est peine perdue. Et je suis pédiatre, du coup, pour le Beyfortus, on avait en ville comme à l'hôpital une énorme publicité par les pédiatres, et les parents ont accepté sans vraiment discuter. Et là, ils ont fait la queue à l'hôpital pour venir être protégés contre le VRS. Et c'était bien efficace, ce qu'on a vu dans les dernières données. Mais effectivement, c'était une acceptation presque un peu surprenante. Oui, c'est très surprenant. Dans le contexte qu'a cité Antoine, qui était... Bonjour, moi je suis Tamara Guédir, je travaille à Bicêtre en pédiatrie. Et effectivement, je voulais juste faire le commentaire sur le Beyfortus et le nombre d'hospitalisations. Alors j'ai fait faire un travail à une étudiante là. Alors oui, on a eu moins d'hospitalisations par rapport à l'année dernière sur la même période. L'année dernière, 220, cette année 160. Et par contre, dans les 160 qui ont quand même été hospitalisés, on en avait 27 qui avaient reçu le Beyfortus. Et parmi eux, en fait, ils avaient quand même le VRS. Alors pour certains, l'injection avait été faite dans la semaine d'avant, donc on ne va pas considérer qu'ils avaient pu profiter de l'injection, mais on avait quand même des vraies formes d'enfants hospitalisés avec du VRS. Et l'autre problème que le Beyfortus ne règle pas, c'est bien sûr les bronchiolites à rhinovirus, à adénovirus et à métapneumovirus qui mènent les enfants en hospitalisation, voire en réanimation. Donc oui, il y a eu un effet positif, mais ça ne va jamais régler le problème de la bronchiolite au sens large du terme, ne serait-ce que par les autres virus que vous avez cités. Voilà. Merci pour ce commentaire. Oui, bien sûr, vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas que le VRS. Maintenant qu'on les cherche, on en trouve des tas. Est-ce que, comme j'ai le micro, moi je m'en sers, donc tu as bien montré à la fois sur les biothérapies puis les corticoïdes inhalés, l'effet de restauration de l'épithélium. Est-ce que c'était montré avec l'immunothérapie spécifique des allergènes ou pas? Parce que le papier des Danois, là, il est vachement bien, mais c'est sur des données sécurité sociale, quoi. Et voilà. Mais est-ce que vraiment l'effet sur l'épithélium chez les gens, il y a des papiers là-dessus? Le deuxième papier que j'ai cité, qui est le même auteur, c'est celui qui est parti de... C'est d'ailleurs pas mal, parce qu'il est parti de son observation épidémiologique, et après, il va sur de l'in vitro, et il montre effectivement qu'il y a certains paramètres qui sont restaurés, notamment l'IL-33 qui diminue, et un peu l'interféron qui augmente quand on soumet la cellule à une agression qui mime l'agression virale. Mais bon, ça reste une étude ponctuelle. Eh ben, merci Alain, merci à tous, et on a droit à une petite